Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 24 mars 2023 et il nous reste plus qu'une grosse banque en Suisse et c'est un choc thermique, un choc psychologique et une transformation majeure du paysage bancaire en Suisse ces dernières années. On va en parler, on va aussi parler du reste bien sûr, mais je ne vous cache pas que cette semaine, l'occupation principale, la préoccupation principale, c'est le Crédit Suisse, le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse, c'est un peu l'UBS aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, tout le monde ne parle que de ça. J'ai passé ma semaine à écrire des chroniques, à parler du Crédit Suisse et de l'UBS, à aller sur des plateaux télé, à aller dans des émissions de radio. Bref, ça n'arrête pas, c'est la thématique de la semaine. Mais malheureusement, c'est pas forcément très positif parce qu'il y a de moins en moins de grandes banques, il n'y a plus qu'une méga banque, et je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne nouvelle à la fin. Mais avant toute chose, on va parler un tout petit peu de la situation des marchés, de voir ce qui s'est passé cette semaine, et puis on fera bien évidemment notre spécial Crédit Suisse, spécial bancaire suisse tout à l'heure. Mais en ce qui concerne les marchés, eh bien on a un marché qui ne fait pas grand-chose, qui se pose beaucoup de questions. Évidemment, on a une crise bancaire qui nous pend au nez, on a beaucoup de doutes sur la suite des événements. On sait que les actes du Conseil fédéral, de la FINMA et de la BNS, qu'on va appeler la triplette magique, qui nous a sauvé les fesses dimanche dernier, eh bien, est censé calmer le jeu, est censé finalement ramener le calme sur les marchés financiers, mais on voit que c'est encore très compliqué au niveau d'autres banques, de banques régionales américaines surtout, et on sait aussi qu'il y a pas mal de gens qui tournent autour de certaines banques européennes qui pourraient être en difficulté, pour ne pas la nommer, la Deutsche Bank par exemple. Donc on a toujours ce stress au niveau de la crise bancaire qui va être un gros problème et une grosse chose à négocier ces prochains temps, parce que franchement, si on a ça en même temps, ça va être compliqué aussi, et on sait aussi que ça peut être vraiment très très délicat. J'en parlais tout à l'heure dans le Morning Bull, le niveau des emprunts des banques est devenu monstrueux et a atteint le même niveau qu'en 2008, ce qui veut dire qu'il y a quand même une crise de liquidité, une peur de ne pas avoir assez de liquidité pour pouvoir remettre aux clients, bref, une peur de manquer. Et donc ça, c'est jamais très très bon quand le système bancaire est instable. On voit aussi beaucoup les banques centrales qui interviennent ces derniers temps, qui donnent leur opinion, qui veulent rassurer le marché comme quoi tout va bien et que nous sommes en pleine forme. Mais en général, quand ils viennent en parler, c'est que c'est jamais vraiment une très très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'ils ont quand même un tout petit peu les boules, comme on dit, et qu'ils ont peur que finalement il y ait une forme de contagion et une forme de panique. On essaie de rassurer principalement les clients en leur disant « Vous inquiétez pas, vos dépôts sont en sécurité, il ne se passera rien, vous aurez de toute façon la possibilité de récupérer votre argent. » Mais malgré tout ça, c'est marrant, la confiance s'est un peu émoussée, c'est tellement émoussé ces dernières années que finalement, eh bien on dit « Oui, c'est bien que vous me garantissiez que mon argent est tranquille dans cette banque, mais dans le doute, je préfère quand même l'enlever, regarder un peu comment ça se passe ces prochains temps, puis si ça se passe bien, peut-être que je le remettrai, ou simplement je le mettrai dans une plus grosse banque qui est un peu plus stable, un peu plus sécurisante, si on peut s'exprimer ainsi. » Donc évidemment, les méga banques, jusqu'à maintenant, on a quelque chose comme 30 banques systémiques qui sont sur la liste, et évidemment, le Crédit Suisse en faisait partie. Donc aujourd'hui, forcément, on se pose beaucoup de questions de ce côté-là. Alors, le point positif qu'il faudra retirer cette semaine, c'est quand même que la Fed n'a monté les taux que de 0,25% et qu'on nous laisse plus ou moins entendre que cette crise bancaire et ce ralentissement induit à cause de la crise bancaire pourrait du coup être très très profitable à l'inflation. Donc du coup on espère pour les plus optimistes que la Fed a fini de monter les taux. Donc on est en fin de cycle de hausse des taux et on parle déjà de quand est-ce qu'on va commencer à baisser les taux. D'ailleurs, dans cette attente-là, on a déjà toute la techno qui a rebondi, on en parlait également durant toute la semaine. On voit aujourd'hui que les gens se repositionnent sur la technologie et que finalement, on anticipe déjà une baisse des taux ces prochains temps, due principalement à cause de cette crise bancaire. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si on avait su qu'il suffisait de mettre deux banques en faillite pour pouvoir régler le problème de l'inflation, on aurait peut-être commencé par là, au tout début de l'histoire l'année dernière. Enfin, le chose est-il qu'on parle beaucoup des taux, beaucoup de l'inflation. On voit que M. Powell a quand même été pris à contre-pied dans l'histoire
de la faillite de SVB, qu'il n'avait pas pensé que ça irait si vite. Donc ils sont quand même un peu dans une zone de... Ils doivent réfléchir parce qu'ils avaient un plan qui était écrit, qui a été un peu remis en question ces derniers temps. On voit qu'il y a Madame Yellen qui a pris sa malade de VRP et qui fait le tour de tous les popotes, de tous les zones de médias, du Congrès, du Sénat pour dire non mais vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Et c'est vrai que tout ça fait qu'on est un petit peu au milieu de nulle part et on attend de voir les prochains événements. Alors les prochains événements, il n'y a plus grand chose dans l'immédiat puisque finalement les chiffres de l'inflation sont sortis, les chiffres de l'emploi sont sortis, on attend les publications trimestrielles qui vont commencer dans 2 semaines et demie, 3 semaines, on va bien évidemment avoir les non-farm payrolls d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, on tourne un petit peu autour de tout ça, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'informations et c'est vrai que le marché se pose des questions et on a toujours cette épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de nos têtes à cause de la crise des banques. Je crois que je l'ai répété 2 ou 3 fois durant la semaine. Donc ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est qu'on ne sait pas et on est dans une espèce de zone grise où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller et on espère y voir un peu plus clair dès la semaine prochaine, mais franchement, je ne sais pas quels seraient ou quels pourraient être les catalystes qui vraiment nous redonneraient quelque chose d'intéressant sur les marchés. Aujourd'hui, on est en pleine zone, mais macro de chez macro, et en plus, cette problématique de système bancaire qui a l'air de nous échapper à nouveau. Alors, les plus optimistes nous disent que ça n'a rien à voir avec la crise de 2008, et les plus pessimistes nous disent que c'est le même type de début de la crise de 2008, et que finalement, on va pas forcément échapper à la récession. Ça, c'est aussi un thème qu'on a beaucoup abordé cette semaine, c'est quid de la récession. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a une dizaine de jours, on était plutôt convaincus qu'on n'aurait pas de récession. Et depuis quelque temps, on commence à y croire sérieusement, même carrément que ce serait inévitable. Inévitable, bien sûr, à cause du mécanisme de ce qui se passe sur les bancaires. Les bancaires sont en danger. Elles n'ont plus vraiment envie de prêter de l'argent parce qu'elles en ont besoin pour assurer des liquidités. Donc, du coup, elles vont monter leur taux de crédit. Donc, les gens pourront moins emprunter. Et en empruntant moins, eh bien, forcément, ils vont moins consommer. Et donc, du coup, ça pourrait générer une espèce de récession. On l'a vu cette semaine. J'en avais déjà parlé aussi. On parle beaucoup des taux de carte de crédit, des taux de prêts pour les voitures ou pour les maisons. Tout ça a augmenté de manière conséquente et donc les gens sont obligés de réfléchir un tout petit peu plus quand ils veulent emprunter de l'argent, et surtout via leur carte de crédit. Passons maintenant à ce qui s'est passé en Suisse. Alors c'est un choc thermique que nous avons vécu le week-end dernier. On s'y attendait, on savait que finalement l'UBS devrait racheter le Crédit Suisse, ça a été confirmé en dimanche dernier. On va pas revenir forcément sur les détails du deal, si ce n'est que c'est un véritable hold-up. Aujourd'hui, c'est acheter 3 milliards et des poussières, une boîte comme ça, avec les assets qu'il y a derrière et les garanties offertes par le gouvernement suisse, eh bien c'est un cadeau, donc forcément ça devrait être très très positif pour l'UBS dans les années à venir, pour autant qu'ils ne fassent pas une connerie sur un autre produit dans les années à venir, ça c'est une autre discussion, mais pour l'instant, grosso modo, c'est un super deal, mais ça ressemble quand même un tout petit peu à un hold-up. Il faudra aussi penser aux gens qui vont perdre leur boulot, parce qu'il va y avoir un écrémage assez massif à l'intérieur de l'UBS Crédit Suisse, cette nouvelle entité. Alors certains disent là aussi qu'il devrait y avoir pas mal d'opportunités sur le reste du marché quand même, mais ça va faire quand même beaucoup de gens qui vont se retrouver à la rue, dehors de leur job ces prochaines semaines, ces prochains mois. L'intégration va prendre quand même quelques mois, mais on parle d'une date butoir à la fin de l'année, à la fin 2023 et début 2024, on aura la nouvelle entité. Alors au niveau taille, on devient monstrueux, puisque je crois que la banque telle qu'elle a se retrouve subitement à la 11e ou 12e place mondiale, et en termes d'asset management, eh bien l'UBS se retrouve derrière Vanguard et derrière BlackRock. Donc 3e au niveau asset management et 10e ou 12e par là autour en termes de banque nette. Donc ça, c'est positif de ce côté-là. Après, il faut quand même bien voir une chose, c'est que dans cette histoire, il y a quelque chose de dramatique, c'est que, de nouveau, moi je ne veux pas faire le vieux, mais si quand même un peu, ça fait quand même 36 ans que je suis dans le métier, dans la banque en tout cas. J'ai commencé en 1987, on venait de voir disparaître plus ou moins la BPS.
Il restait le Crédit Suisse, la SBS et l'Union de Banque Suisse. Et puis en 97-98, on a déjà vu un espèce de mariage forcé, un peu à la mode UBS Crédit Suisse, mais cette fois c'était SBS qui a racheté, contraint et forcé l'UBS, qui était mal en point suite à toutes les crises qu'on a traversées dans la moitié des années 90. Donc du coup, l'UBS avait déjà, l'Union de Banque Suisse avait disparu à ce moment-là, il ne restait donc plus que deux banques, la nouvelle UBS, mais qui derrière était principalement dirigée par les gens de la SBS, et le Crédit Suisse qui était encore en pleine forme à l'époque avec le fameux Crédit Suisse First Boston. Voilà, donc en gros on s'est retrouvé plus qu'avec deux banques, et moi j'ai vécu cette fusion depuis l'intérieur à l'époque, puisque j'étais un des membres rouges de l'Union de Banque Suisse, et que un matin je me suis retrouvé, je travaillais à New York à l'époque, et je me suis retrouvé un matin à me dire est-ce que je vais pouvoir rentrer dans la banque, puisqu'il y avait eu la fusion, et quelques temps après tout a changé, tout a été transformé, le management a été transformé, les jobs ont été transformés, ça a été un choc assez spectaculaire, ce qui fait que moi j'ai quitté la banque à ce moment-là aussi, mais c'est vrai que ça laisse pas présager des choses très positives, mais ce qui était assez intéressant, c'est que quand je suis arrivé aux États-Unis à l'époque, on nous disait, les Américains nous disaient, oui vous savez en Suisse ils ont une église dans chaque village et une agence bancaire dans chaque village. Là déjà qu'on a fermé 80% des agences bancaires, mais en plus quand vous supprimez une des deux en plus entre l'Union de Banque, entre l'UBS pardon, entre l'UBS et le Crédit Suisse, eh bien ça commence à faire très très mal, et ça change complètement le paysage bancaire. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien moi la seule chose qui me fait peur, et ce qu'on m'a toujours dit, c'est que quand il y a un seul joueur finalement à l'intérieur d'un marché, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, je crois que si on fait la totalité des banques, je crois que l'UBS, elle représente 55% de la masse bancaire en Suisse, et donc c'est pas forcément quelque chose qui est génial. Visiblement, la commission de la concurrence, on les a pas consultés ce coup-là. Je suppose qu'on les a envoyés en vacances de ski à Wengen pendant 3 semaines. Comme ça, quand ils redescendront, ce sera trop tard pour intervenir. Mais en tous les cas, ça fait un mastodonte et ça fait une méga banque. Alors on a beaucoup parlé ces dernières années de banque systémique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'UBS, la nouvelle UBS est une banque systémique, et donc ça risque d'être extrêmement délicat à la prochaine crise, parce que prochaine crise il y aura. Je veux dire, il n'y a qu'à voir, depuis 2000 ça n'arrête pas, et en plus on a l'impression que les crises s'accélèrent. Donc je vous laisse imaginer ce qui pourra se passer le jour où cette fois il faudra sauver l'UBS. Alors ce qui est positif pour l'instant, c'est que finalement on a un soutien des autorités fédérales, de la triplette magique, qui vont offrir de l'argent à l'UBS en cas de besoin, mais pour l'instant ça n'a rien coûté concrètement aux contribuables, puisque finalement on n'a pas injecté directement de l'argent, on n'a pas donné de l'argent à l'UBS. Dans le cas où ils en auront besoin, ça sera plutôt un prêt. Alors, on peut encore pinailler sur les détails, mais globalement, ça ne coûte pas grand-chose aux contribuables in fine. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Par contre, je pense qu'au niveau risque, puisqu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que les banques systémiques sont un vrai problème, je suis pas sûr que ce soit une très très bonne solution à la fin, et à terme surtout. Et j'ai plutôt l'impression qu'il va quand même falloir commencer à se concentrer sur d'autres alternatives bancaires, et se décharger finalement de ce risque systémique. Si vous regardez aujourd'hui dans le reste du monde, vous avez quand même un paquet de grosses banques qui sont sacrément dangereuses, on va dire, pour le marché. Et donc voilà, ceci est inquiétant. Maintenant, il va falloir voir un petit peu avec le recul comment ça va se passer, comment l'intégration va se passer, et est-ce que ce sera extrêmement relutif pour l'UBS? Oui, je le pense, parce que dans un premier temps, si la crise bancaire ne continue pas dans les semaines qui viennent, eh bien, logiquement, l'UBS devrait en retirer des très très bons rendements, puisque clairement, le prix qu'ils ont payé pour le Crédit Suisse, c'était un hold-up, du vol autorisé, et clairement, les actionnaires en ont pris plein les dents, peut-être pas autant que certains créanciers obligataires qui se pensaient couverts dans l'histoire, mais c'est limite un hold-up, donc c'est un hold-up, on va dire ça comme ça. Un hold-up, un mariage forcé, vous pouvez appeler ça comme vous avez envie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il va falloir digérer la chose, mais une fois que tout ça sera intégré, ça devrait être quand même globalement plutôt positif pour l'UBS, en tous les cas, pour les actionnaires de l'UBS, ou pour les anciens actionnaires du Crédit Suisse qui sont actionnaires de l'UBS. Mais ça va prendre du temps. Il ne faut pas espérer retrouver l'argent perdu ces 3 dernières semaines d'ici ces 3 prochaines années. En tous les cas. Pour autant qu'entre deux, on ne nous sorte pas un nouveau subprime made in 2025. Regardons maintenant les performances des marchés. Donc on a eu quand même un rebond assez conséquent, on va dire,
une bouffée d'oxygène avec l'histoire du Crédit Suisse en début de semaine plutôt, ce qui fait qu'on se retrouve quand même pas trop mal cette semaine. Le pétrole remonte un peu alors qu'on était en pleine panique en fin de semaine dernière. Et vous voyez globalement que tous les indices sont repartis plus ou moins à la hausse. On notera aussi le Nasdaq qui ne prend que 1,35% mais qui globalement offre une volatilité assez confortable puisqu'en ce moment, eh bien, comme je vous le disais avant, les gens vont se planquer plutôt là-dedans. Le SMI finit la semaine pour l'instant en hausse de 1%, ce qui est pas mal par rapport à la situation actuelle. Le S&P 500 patine dans la semoule, on le verra sur le côté technique tout à l'heure. La Chine, l'Asie ne fait pas grand-chose pour le moment, on a l'impression qu'ils regardent ce qui se passe, mais l'un dans l'autre, la semaine était plutôt bonne et on peut noter surtout qu'on voit encore que les gens continuent à acheter de l'or qui est tout près de ses plus hauts historiques et du Bitcoin, ce qui signifie aussi qu'on est un peu à la recherche de sécurisation ou de sécurité en ce moment. Si l'on regarde la performance du SMI, on a Partners Group qui prend la tête cette semaine avec une performance de 10,5%. Richemont, on y reviendra tout à l'heure. UBS qui s'en sort relativement bien après son takeover avec une hausse de 4,5%. Et puis évidemment, la destruction du Crédit Suisse avec 56%, 57% de baisse sur la semaine. Aujourd'hui, ça bouge un petit peu. Dès que l'UBS remonte, il y a des arbitrages qui se font entre le Crédit Suisse et l'UBS. Mais pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Il n'y aura pas de chevalier blanc. Le deal est entériné, c'est terminé. Et donc maintenant, on ne peut que subir. Autrement, vous voyez que ça s'est vraiment concentré. Le volume s'est concentré entre UBS et Crédit Suisse. On a beaucoup parlé des pharma durant la semaine parce qu'il y en a pas mal qui ont eu 2-3 approvals, des choses positives, des acceptations relativement constructives. Mais l'un dans l'autre, vous voyez que malgré tout, Novartis et Roche terminent en baisse. Donc on est un petit peu sauvé par les Viennent ensuite. Mais c'est vrai qu'on a eu des révisions à la hausse sur Sonova et il y a Zurich qui s'en sort aussi pas mal avec une hausse de 4% sur la semaine. Et bienvenue dans le monde du SMI et de l'analyse technique du SMI. Je vous cache pas que c'est un bordel sans nom quand vous regardez le graphique. Vous avez qu'à voir, là je suis obligé de zoomer, mais quand vous voyez les comportements des indices ces 3 dernières séances, ce genre d'inversion, ça montre clairement qu'on ne sait pas du tout où on veut aller, parce que vous avez un marché qui fait des points extrêmes haut et bas assez haut, enfin assez importants, et qui termine finalement un peu là où il a commencé. Donc en gros, on n'est pas plus avancé qu'avant. C'est vraiment assez peu c'est volatile, mais on voit clairement que il y a un doute, il y a un gros doute, et ce gros doute est lié au fait qu'effectivement, le Crédit Suisse et l'UBS c'est terminé, mais maintenant les gens se posent la question de savoir est-ce que c'est vraiment terminé, la crise bancaire ou pas. Pour l'instant, si on regarde la tendance de fond, vous voyez très bien qu'on a ce canal qui est vraiment bien disposé, et maintenant il y a un canal intermédiaire qui se dessine ici, grosso modo, ce qui voudrait dire qu'on n'a pas réussi à repasser en dessus. C'est normal avec le deal du Crédit Suisse, et ça paraît très logique qu'on revienne chercher les bas du canal en direction des 10 250 pour le moment, c'est ce qu'on peut dire. Après, le risque, évidemment, ce serait une accélération, mais cette accélération, on l'aura uniquement si derrière, il se passe quelque chose de plus grave et qui continuerait aux États-Unis. Je sais que c'est un Swiss Bliss, mais je vous montre quand même le CAC 40 parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées cette semaine. Aussi le sauvetage des banques a fait rebondir le CAC 40 qui était relativement mal en point en fin de semaine dernière, puisqu'on était en dessous de la moyenne mobile des 50 jours ici, et qu'on avait surtout, et ça c'est le plus inquiétant dans l'immédiat pour moi, c'est que cette tendance haussière qui est là depuis septembre l'année dernière a été cassée, et on voit très bien aujourd'hui qu'on n'arrive pas à repasser en dessus. On a, malgré une belle série de séances haussières, ce vendredi on repart de nouveau à la casse, donc on bute sur cette résistance de ce canal ascendant, et pour s'en sortir il faudrait vraiment qu'on arrive à repasser en dessus. Pour l'instant ça laisserait supposer qu'on est en train d'ouvrir la porte pour aller retester de nouveau la moyenne des 50 jours. Ce qu'il faudra faire très attention, c'est une cassure de cette zone là. Si on casse là ces prochains temps, on est clairement ouvert pour aller facile 600 points, 500, 600 points plus bas sur le CAC 40, donc faites quand même attention, cette cassure de tendance n'est pas forcément très rassurante. Le S&P 500, c'est pas mieux, ça ressemble plutôt à un truc qui est en train de glisser sur une pente savonneuse. Alors, on est ressorti du canal descendant, c'est plutôt encourageant, ça c'est bien, mais vous voyez qu'on n'arrive pas vraiment à s'en éloigner et que finalement on crée une tendance descendante à l'intérieur qui n'est pas très encourageante sur le S&P 500.
Comme ça, quand on regarde, on a l'impression qu'il pourrait facilement revenir se poser, casser cette tendance et venir revenir dedans. Et là, je vous laisse imaginer, je l'ai dit plusieurs fois, mais si on s'établit là-dedans, vous voyez la place qu'il y a pour corriger sur le S&P 500. Alors pour l'instant, bien évidemment, tout se retient au niveau de la thématique des banques. Et si on regarde directement l'ETF qui représente le secteur bancaire, le XLF, eh bien vous voyez jeudi soir, donc c'était jeudi soir, mais vous voyez que le XLF se retrouve dans une situation assez dégueulasse, puisque finalement on a eu cette immense cassure pour les raisons qu'on connaît, et qu'aujourd'hui on se stabilise dans la zone des 31 $, mais on n'arrive pas à redémarrer, et ça montre un marché relativement faible, et ce qui m'inquiéterait, ce serait de voir dans un premier temps une cassure qui retourne sur les 29,80, mais si on casse ce niveau-là, il y a encore de la place pour baisser, et ça voudrait dire que la maladie de la crise bancaire est en train de se spreader. Le Nasdaq, comme je vous le disais, vous voyez, il s'en sort plutôt pas mal. Alors attention, je dis qu'il s'en sort pas mal, mais on voit quand même qu'on est de nouveau sur une zone de résistance, hein, la zone des 10 000, grosso modo, là où on est, hein, 12 730. Si on n'arrive pas à casser, il faut s'attendre à un retour de manivelle. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez, quand on parle de sécurité, ces derniers temps, les gens sont venus clairement acheter de l'Apple massivement. Hein. Le rebond d'Apple est assez spectaculaire. Plus personne en voulait à ces niveaux-là au mois de janvier. Et aujourd'hui, Apple se retrouve quasiment au plus haut, de nouveau, pas au plus haut de tous les temps, mais de nouveau en haut de ce canal descendant. Donc on a encore un petit effort à faire pour aller chercher les 166, mais on voit là que depuis 2 jours, ça pêche un petit peu. Et même chose sur Microsoft, qui est l'autre poids lourd, pas du Nasdaq, mais enfin du Nasdaq bien sûr, mais aussi du S&P 500. Donc là, de nouveau, ça, la dernière fois, on avait échoué dans cette cassure sur Microsoft. Et là, eh bien, on se retrouve dans la même situation. Donc attention, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ça fait partie c'est les 2 plus grosses market cap du S&P 500. Et si on entame une correction sur Microsoft pour aller rechercher la moyenne mobile des 200 jours, donc autour des 250, ça fait quand même pratiquement 10% de baisse, eh bien c'est un peu la même thématique que Apple, donc ça pourrait mettre beaucoup de pression sur notre ami le S&P 500 qui, comme je vous le disais il y a 2 minutes, est sur une pente très glissante à mon sens. Donc quand je regarde les graphiques là tout de suite, c'est pas forcément très rassurant. Puis surtout on voit que tout ce qui est stochastique est en train de toucher aussi des positions de survente. Il se passe aussi d'autres choses en Suisse, puisqu'on a vu cette semaine que les ventes de montres étaient de nouveau extrêmement bien disposées. Résultat, très bonne performance de Swatch et très bonne performance de Richemont qui font partie des bonnes nouvelles de la semaine. Donc on voit que ça va bien de ce côté-là. On a eu aussi des bonnes nouvelles du côté du secteur du luxe en général, donc ça a dynamisé un petit peu tout ça. On a vu que les Chinois devraient aider les ménages à s'en sortir de cette crise, donc du coup on dit les ménages chinois ils vont forcément les dépenser en Europe, donc du coup c'était encourageant pour ce secteur-là en Suisse, comme quoi il n'y a pas que les banques, on ne parle pas que des banques cette semaine. On peut aussi parler de Sonova, puisqu'on entend dire ci et là que pas mal de banques sont relativement positives sur l'avenir de Sonova, donc grosso modo ça s'est très bien passé pour la société d'implants auditifs, et on voit qu'on est toujours en train de continuer notre ascension dans ce canal descendant, dans ce canal ascendant. On voit qu'en ce moment, Sonova est en train de tenter la cassure de la moyenne mobile, j'y arrive plus avec ce truc là, la moyenne mobile des 200 jours dans cette direction. Bon, ça peine un peu ce matin, mais si on arrive à faire une accélération, on pourra envisager une sortie là encore. Donc voilà, pas mal de commentaires positifs au niveau de certaines banques d'affaires du côté de Sonova. Et puis, il y a une boîte que je suis peu, que je connais mal, qui s'appelle Cosmo Pharmaceutical. Alors, Cosmo Pharmaceutical a ouvert son dispositif endoscopique intelligent qui s'appelle GI Genius aux développeurs d'intelligence artificielle. Alors, pour l'instant, le titre ne fait rien du tout, mais en tous les cas, il faut faire attention parce qu'ils sont en train de signer des partenariats avec Medtronic, qui est leur partenaire déjà aux États-Unis. Donc, ils sont en train de bosser avec Medtronic pour développer cette partie de l'endoscopie via l'intelligence artificielle. Donc en général, quand on parle d'intelligence artificielle autour de certaines valeurs, ça peut les faire bouger dans la bonne direction. Donc je dis ça parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien en ce moment. Donc à surveiller attentivement ces prochains temps. Donc vous voyez là le titre de Cosmo Pharmaceutical, pas grand chose à dire, hein. Il y a une petite réaction effectivement suite à ces nouvelles depuis 2-3 jours. Mais c'est rien par rapport à ce qu'on nous parle d'habitude quand on parle d'intelligence artificielle. C'est plutôt des trucs qui explosent
beaucoup plus rapidement et beaucoup plus haut. Il n'y a pas de signaux très intéressants d'un point de vue technique. Le titre est dans un trend haussier, on va dire, mais qui est quand même un peu difficile. Mais voilà, à surveiller simplement parce qu'il y a la thématique de l'intelligence artificielle. On termine rapidement avec les bancaires. Alors comme vous le voyez, eh bien... l'affaire Crédit Suisse, je ne vais pas vous montrer le graphe du Crédit Suisse, ça ne ressemble plus à rien, mais voici donc la nouvelle banque. On voit qu'on est en train de poser nos baskets sur la zone de la moyenne mobile des 200 jours, dans la zone des 16 francs suisses. Il y a un gros support qui s'est déterminé ici. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre, mais je pense que sur faiblesse, il faudra acheter l'UBS. L'intégration va prendre du temps et coûter de l'argent, mais il faudra quand même surveiller ça attentivement, parce que sur le long terme, c'est quand même... si on veut acheter une bancaire, chose que je ne me risquerai pas en ce moment, mais si on veut acheter une bancaire, eh bien, l'UBS semble être quand même une bonne solution en Suisse. Après, vous avez aussi au choix Julius Baer. Julius Baer qui a vécu la crise comme tout le monde, mais qui est revenu au niveau d'avant-crise. Pour l'instant, pas grand-chose à dire, mais ça peut être une alternative, puisque le business model n'est pas tout à fait le même du côté de chez Julius Baer. On ne peut pas vraiment comparer les entités. C'est plutôt du private banking et de l'asset management, plus que ce que fait l'UBS. Mais voilà, ça peut être une alternative si vraiment on a envie de mettre les pieds dans le secteur bancaire. En Suisse, on a encore Vontobel qui eux ont vécu aussi assez mal la crise, mais qui n'arrivent pas vraiment à rebondir pour l'instant. Donc c'est pas celui que je regarderai en premier, parce que c'est vraiment... on a l'impression que chaque fois ça rebondit de moins en moins fort chez Vontobel. Donc c'est pas forcément la priorité qu'il faudra prendre. Il faudrait déjà qu'on arrive à remonter en direction de cette zone des 60 francs sur Fonto, même si elle est en train de nous dessiner gentiment une Golden Cross à surveiller. Mais là, elle a beaucoup souffert, et c'est vrai qu'on voit que les gens sont plus en train de se rediriger vers des gros mastodontes qui sont plutôt sécurisants. Plutôt que de rester dans des banques, pas de seconde zone, mais qui sont moins de premier ordre. Et puis pour terminer, et pour voir que les gens se repositionnent dans des business models qui sont un peu différents, eh bien on prendra note de Swissquote qui a récupéré pratiquement... tout ce qu'elle avait perdu dans la crise, dans la phase de crise, parce que finalement on se rend compte que c'est pas du tout le même business que le reste, et donc les gens se repositionnent aussi sur des choses un tout petit peu différentes. Donc grosso modo, aujourd'hui, on voit que le secteur a été extrêmement secoué ces derniers jours, et la BNS nous a donc annoncé hier que c'était fini, la crise était terminée, donc on peut commencer à se reconstruire. Donc aujourd'hui, il faut faire un choix. Je pense que sur le long terme, il faudra se repositionner gentiment sur l'UBS, voir ce qu'ils peuvent nous proposer. Et puis le reste est en train de retrouver un petit peu ses marques. Mais on voit que soit on va sur la diversification totale avec un business model différent, soit on va sur quelque chose de beaucoup plus gros que ça, avec une espèce d'espoir que le risque sera un peu différent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après ce qu'on vient de vivre, il est difficile de faire confiance au secteur bancaire dans sa globalité, et beaucoup de gens se posent énormément de questions. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ce Swiss Bliss version 2024, mars 2024, avec la catastrophe du Crédit Suisse. On va observer comment tout ça va se passer ces prochains temps. Comme je vous l'ai dit, on est un peu sur un endroit où on est en équilibre instable. On a besoin d'y voir un peu plus clair, et je pense que la semaine prochaine pourrait être relativement calme et nous permettre finalement de se reconstruire pour voir dans quelle direction on va, pour autant que effectivement cette fameuse crise bancaire ne reprenne pas de la vigueur durant le week-end. Voilà, moi je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Le pari, c'est de finir avec 30 000 abonnés à la fin du mois de mars. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si ça vous a plu, et de revenir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, et vendredi prochain pour un nouveau Swiss Bliss comme d'habitude. Passez une excellente semaine, et surtout avant ça, un très très bon week-end. Bye bye.